8e question bête, quelles sont les conséquences géopolitiques de tout ce que je viens de vous montrer au cours de cette longue conférence qui tire maintenant à sa fin? Eh bien, la construction européenne est au service des intérêts géopolitiques nationaux américains. Ça n'est pas uniquement une construction pour une oligarchie financière, comme certains tendent à le croire. Ça sert bien les intérêts géopolitiques nationaux américains. L'exemple magistral, pourquoi la Turquie doit-elle entrer dans l'Europe et pas la Russie? C'est une question à laquelle vos députés sont incapables de répondre si vous la leur posez. Ils biaiseront, ils diront « mais moi je suis pas pour, mais si, mais ça ». Mais c'est pas la question. Il faut aller demander votre député, quelle que soit sa couleur. Monsieur le député ou madame le député, j'ai un petit problème. Pourquoi la Russie est un pays d'Europe? Bah oui. Ah oui. Alors, la Turquie, ça se discute, parce que c'est vrai que la Turquie a un passé en Europe, mais enfin, c'est quand même pas principalement un pays d'Europe. Donc pourquoi la Turquie doit-elle entrer dans l'Union européenne et pas la Russie? Alors vous verrez votre député qui tournera autour du pot, qui dira « oui, mais je suis pas sûr que les Russes veulent, oui, mais les Turcs, mais je suis pas d'accord, etc. » Mais il n'aura pas d'explication. La bonne explication, c'est celle que je viens de vous montrer et que je vais préciser. La Turquie, c'est le plateau anatolien qui appartient à l'OTAN, qui surveille le Caucase, qui surveille l'Iran, pour le compte des Américains, qui surveille l'Irak et la Mésopotamie, les ressources en eau, la Syrie, qui surveille la protection de l'État d'Israël et qui surveille la Méditerranée orientale. C'est le flanc sud de l'OTAN. Et les États-Unis veulent faire coïncider le périmètre de l'OTAN avec le périmètre de l'Union européenne, puisque je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Union européenne et l'OTAN, c'est la même chose dans l'état d'esprit des Américains. L'Union européenne, c'est la vitrine politique. Le revers de cette médaille, c'est l'OTAN, la vitrine militaire. Voilà. Et l'objectif, ça n'est pas moi qui le dis. Il faut lire Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, conseiller diplomatique du président Carter, conseiller diplomatique pendant quelques mois du président Obama, américain d'origine polonaise qui a écrit un livre qui s'appelle The Great Chessboard en américain, traduit en français Le Grand Échiquier, et qui explique que toute la politique américaine consiste à maintenir une hégémonie mondiale, puisque pour la première fois depuis le Big Bang, depuis la création de l'univers, eh bien pour la première fois, c'est une puissance qui est située sur le continent américain qui domine l'univers, alors qu'auparavant, c'était toujours une puissance eurasiatique. Premièrement. Deuxièmement, pour maintenir ce leadership absolu des États-Unis, il faut donc contrarier la réapparition d'une menace en Eurasie. Ça veut dire avoir sous domination l'ensemble de l'Europe. Ça veut dire refouler dans les steppes, au fin fond des steppes, toute puissance russe. Et donc il s'agit d'encercler la Russie par l'ouest et par le sud. Voilà pourquoi la Turquie va entrer dans l'Union européenne. Et voilà ce qu'aucun responsable politique français ne peut expliquer, puisque expliquer cela, c'est expliquer ce que c'est que la construction européenne. Et s'il le faisait, d'abord je pense que beaucoup ne l'ont pas compris, mais ceux qui le savent que s'il le disait à la population, il serait mort médiatiquement. Alors voici maintenant ce qui faisait la grande puissance de la France, les pays de la francophonie. Si la France était, et est encore, mais chaque année qui passe, est en train de torpiller notre pouvoir mondial, notre rayonnement mondial, c'était les pays de la francophonie que l'on voit sur ce planisphère en couleur bleu ciel. C'est-à-dire, pour l'essentiel, les anciennes colonies françaises, pas tous, parce que par exemple l'Algérie n'a refusé encore d'entrer dans la francophonie, mais globalement, ce sont les pays où l'on parle le français, c'est-à-dire globalement des anciennes colonies françaises, y compris le Canada, parce que c'est le Québec qui va avec. Et il faut bien comprendre que plus, avec la construction européenne, eh bien, on est en train de couper la France de tout ce qui faisait notre puissance et notre rayonnement mondial. Puisque plus nous nous enfermons dans cette espèce d'univers étriqué de l'empire euro-atlantiste, où l'on prétend que l'on doit fusionner avec des peuples comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, je n'ai rien contre les Estoniens, les Lituaniens ou les Lettons, mais nous n'avons aucun lien particulier avec eux.
En revanche, nous avons des liens avec des pays d'Afrique très importants dont nous nous coupons progressivement, parce que la construction européenne est une construction, dans son essence philosophique, qui est une construction raciste. Creusez l'européisme, vous trouverez tout de suite, ou en tout cas très rapidement, le partisan de l'Europe qui vous dira « Mais oui, mais si jamais on ne fait pas l'Europe, vous vous rendez compte, les Arabes, vous vous rendez compte, les Noirs, les Indiens, les Chinois ?» Voilà la réaction qui d'ailleurs est une réaction débile à de nombreux égards. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, puisque, par exemple, en matière industrielle, eh bien, la France, Renault fait alliance, le français Renault fait alliance avec le japonais Nissan pour mieux combattre l'allemand Volkswagen. Pareil lorsque, par exemple, Thomson se fait racheter par le chinois TCL pour mieux combattre l'allemand Siemens. C'est-à-dire que le jeu des alliances industrielles capitalistiques mondiales se joue complètement du périmètre de l'Union européenne. En attendant, la preuve est ainsi faite que ce n'est pas sortir de l'Union européenne qui isole la France, c'est d'y rester. Et on le voit depuis 1965. Vous vous rappelez ce que je vous montrais, l'affiche de Mitterrand. Mitterrand qui disait que De Gaulle c'était la France isolée. Non, ça n'est pas vrai. La France est plus isolée que jamais maintenant. Si vous avez des amis latino-américains, russes, dans le monde arabe, africain, en Chine, si vous avez vraiment des amis comme moi j'en ai, qu'est-ce qu'ils vous disent tous? Ils vous disent tous « Mais qu'est-ce qu'est devenue la France? Mais qu'est-ce que vous êtes devenu? Est-ce que vous vous êtes regardé dans la glace? Vous, le pays de Louis XIV, de Napoléon, des soldats de l'an 2, de Clémenceau, de Foch, de Gaulle? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Vous êtes devenus les larbins des Américains? C'est ça votre avenir? Donc j'insiste, ce n'est pas sortir de l'Union européenne qui isole la France, c'est bien d'y rester. Cet effacement rapide de la France, d'ailleurs, n'est pas perdu pour tout le monde. En voici un exemple parmi des dizaines d'autres. Le 1er novembre 2006, le président chinois Hu Jintao a rencontré à Libreville le président gabonais Omar Bongo, qui est décédé depuis lors, mais maintenant c'est son fils. Regardez cette affiche. Alors on va me dire « Ah oui, vous êtes pour la France-Afrique ». Non, je ne suis pas pour la France-Afrique. Je suis pour des rapports totalement rénovés entre la France et les pays d'Afrique. Mais ce que je dis, c'est que ceux qui en ce moment se battent contre la France-Afrique ont plusieurs métros de retard. Parce que maintenant, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Dans les années 70, on avait Pompidou avec Bongo quand il allait à Libreville. Et puis à la fin des années 70, c'était Giscard avec Bongo. Et puis dans les années 80, c'était Mitterrand avec Bongo. Et puis après, dans les années 90-2000, c'était Chirac avec Bongo. Et maintenant, c'est Hu Jintao avec Bongo. Voilà la situation dans laquelle est en train de nous amener l'Union européenne, la disparition de notre pays de la scène mondiale. En d'autres termes, les autres pays se marrent. Les Américains, nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Et les Chinois, la Chine soutient l'intégration de l'Union européenne et apprécie les efforts de l'UE pour jouer un rôle plus grand et plus constructif dans les affaires internationales. Eh bien oui, les Américains sont en train de récupérer toutes les anciennes colonies dont nous partons très vite puisque nous ne donnons plus. Nous sommes en train de tuer tout ce qui faisait nos atouts mondiaux. Chapeau la stratégie des dirigeants français. On est en train d'emmener l'ensemble de la population française vers la pauvreté et en train de détruire tous nos atouts mondiaux. Et pour le plus grand bénéfice de qui? Des Américains ou des Chinois. Les Chinois, pendant des décennies, n'ont pas cru. Ils ont dit « c'est pas possible ». Ils sont quand même pas bêtes au point de tomber les pieds et poings liés dans cette stratégie américaine. Eh ben si. Eh ben il y a un moment à partir duquel ils se disent très bien, qui va à la chasse perd sa place. Et si les Français sont sur le déclin, puisque la France est en pleine décadence, vu de Pékin, vu de Washington, enfin les Américains d'ailleurs n'ont pas beaucoup de leçons à nous donner, enfin vu des pays d'Extrême-Orient que je connais bien, eh bien nous sommes en pleine décadence, il est temps d'aller prendre notre place. Alors, la théorie du choc des civilisations de Huntington est schématique comme un western hollywoodien. C'est la clé de voûte finale de cette conférence. C'est qu'en réalité, vous savez que je vous ai parlé de Brzezinski qui explique donc l'encerclement de l'Union soviétique, de la Russie. L'autre
théoricien. C'est Samuel Huntington, l'Américain, qui a dit que le monde devait s'orienter vers ce monde multipolaire dont on nous a bassinés, hein, avec donc des grandes civilisations qui se partageraient la planète. C'est une vision criminelle, belliciste, raciste, religieuse, et qui est fondée, poussée par les Américains, dans une espèce de volonté de taxinomie délirante pour diviser le monde en quelques grands blocs. Premier bloc, celui qui est de couleur framboise écrasée, c'est le monde judéo-chrétien. Oh, comme par hasard, ce monde judéo-chrétien correspond pile poil à l'OTAN. Ça tombe bien. C'est la justification théorique de la mainmise des États-Unis sur l'Europe occidentale. La couleur en couleur pistache, c'est le monde latino-américain. Pourquoi n'est-il pas judéo-chrétien? On se le demande, mais non, on ne se le demande pas. C'est tout simplement parce que ce sont des gens qui détestent les Yankees, et donc on les a confinés dans un ghetto. Hein? Ici, le long du Rio Grande, j'ai déjà dit, on tire à vue sur les immigrés clandestins. Et puis après ça, vous avez les très 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 méchants qui sont de couleur moutarde, ce sont les musulmans. Alors, dans la pensée américaine, eh bien, on va mettre dans ce monde moutarde, ça va depuis le Sénégal ou la Mauritanie, les pays du Sahel, les Arabes du Maghreb, les Arabes du Mashrek, les Badaouiyas d'Arabie Saoudite, tout ça ce sont des Arabes, mais on met dans le même sac les Iraniens qui sont des Ariens, qui sont des Persans, qui ne sont pas des Arabes, on met le monde turcophone, les Turcs ce sont des autres ethnies, ce ne sont pas des Arabes, on y met les Pakistanais qui sont des Ariens, on y met les Bengalis du Bangladesh qui sont encore des différents, les Somalis, on y met le monde malais avec l'Indonésie et la Malaisie, et ça se termine par ces tribus papous de l'Irian Jaya. Donc on fait prévaloir une vision délirante, uniquement religieuse. D'ailleurs, comme si l'islam n'était qu'une seule et même religion, alors que vous avez l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam zaïdite, vous avez des quantités de sectes, et puis vous avez bien plus encore des schémas historiques, anthropologiques totalement différents. On sait très bien que l'islam de Malaisie ou d'Indonésie n'a rien à voir avec l'islam de l'Afghanistan ou avec celui de la bande du Sahel, parce que ce sont des peuples différents, des langues différentes. Par exemple, dans tout le sud-continent, il y a le pouvoir de la Shakti, le pouvoir de la femme nourricière, ce qui fait que nous avons le Bangladesh ou le Pakistan, qui sont parmi les principaux pays musulmans du monde, qui ont été parmi les premiers pays du monde à être dirigés par des femmes, comme d'ailleurs l'Inde et le Sri Lanka, qui l'un est hindou majoritairement et l'autre bouddhiste. Donc on a des schémas anthropologiques qui prévalent ça, mais les Américains s'en foutent, c'est pas le problème. Alors, en plus de ça, on a mis là... Après ça, c'est la civilisation africaine. Dans l'esprit de celui qui a conçu ça, c'est évidemment l'absence de civilisation. Donc, on a mis dedans n'importe quoi. On a mis le sud ivoirien, qui est catholique et francophone, avec le Nigeria, qui est musulman, anglophone, avec Madagascar, dont les plateaux sont peuplés de gens d'origine malaise, comme vous le savez, avec des pays relativement développés, voire très développés, comme l'Afrique du Sud. On s'en fiche éperdument. Et puis alors on a mis l'Inde, la civilisation indienne, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors que c'est le deuxième pays musulman de la planète, le plus peuplé après l'Indonésie. Je rappelle d'ailleurs au passage, comme vous le savez sans doute, mais c'est toujours bon à rappeler, que la majorité des musulmans ne sont pas arabes, hein, que c'est d'abord des pays, les pays les plus peuplés, c'est l'Indonésie, puis l'Inde, puis le Pakistan, puis le Bangladesh. Nous avons ici ensuite la civilisation dite confucéenne, c'est-à-dire chinoise et ses prolongements, la civilisation japonaise, que les Américains ont eu la gentillesse de considérer comme une civilisation à part, et puis les deuxièmes très très méchants, qui sont couleur caca, eh bien, après la couleur moutarde, là, ce sont le monde orthodoxe. Ouh, ils sont très très méchants aussi, il faut vraiment les repousser au-delà. En tout cas, tout ceci pourrait prêter à plaisanterie si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'était pas la pseudo-justification théorique d'une volonté de faire un ensemble euro-atlantiste, guerrier, qui a vocation à vouloir diriger le monde et à imposer des guerres néocoloniales. Alors c'est évidemment extrêmement grave, parce que cette construction européenne, qui tient encore un petit peu dans l'esprit des gens parce qu'on leur a fait croire que l'Europe c'est la paix, non, l'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre. Et on le voit de plus en plus. Je signale que l'Eurocorps, qui est l'embryon d'une armée européenne, comporte 5 membres permanents.
depuis 1992, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg. 4 autres pays qui participent à l'état-major, l'Autriche, la Grèce, la Pologne et la Turquie. Ceux qui croient encore que la Turquie n'entrera pas dans l'Union, elle est déjà dans l'Eurocorps. Si vous allez sur le site internet de l'Eurocorps, vous verrez, c'est une saisie d'écran, vous verrez que c'est marqué dessus Eurocorps, a force for the European Union and the Atlantic Alliance. Je suis obligé de parler en américain puisque tout ce qui est européen, en fait, est américain. Ça veut dire une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance atlantique. C'est donc la confirmation de ce que je ne cesse de vous dire depuis le début de cette conférence. L'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de la même monnaie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque Nicolas Sarkozy a fait que la France a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est évidemment, je considère ça comme un scandale, mais c'est un scandale qui est tout à fait logique. Et je trouve tout aussi scandaleux ceux qui font semblant de s'en offusquer, comme certains, comme par exemple M. Mélenchon ou M. Dupont-Aignan, qui prétendent rester dans l'Union européenne, et l'un veut sortir de l'OTAN, l'autre du commandement militaire intégré, mais ça veut dire qu'ils mentent. Il suffit de lire l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui subordonne toute la défense de l'Europe à d'abord ce qui a la prééminence, c'est l'OTAN. Donc il y a, encore une fois, le choix est extrêmement clair. Soit on est dans l'Union européenne et donc dans l'OTAN, il faut participer à l'OTAN, tout. Soit on sort de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais on ne peut pas avoir un croisé entre les deux. On ne peut pas être dans l'Union européenne sans être dans l'OTAN. Certes, on va me dire oui, il y a la Suède ou l'Autriche, mais ce sont des pays neutres. Ce ne sont pas des pays qui entretiennent une armée comme l'armée française. Donc il y a une logique profonde aux décisions stratégiques. C'est donc un des grands tabous de notre société. L'Europe, c'est la guerre, et c'est d'ailleurs ce à quoi l'on assiste. Nous sommes désormais présents, par exemple, dans le cadre de l'ISAF, nous sommes présents, nous sommes présents en Afghanistan. Nous participons toutes les semaines à des crimes de guerre qui sont qualifiés de bavures dans les médias. En disparaissant progressivement dans l'Union européenne, OTAN, dans ce que les médias appellent la communauté internationale. Vous savez que c'est un mot codé, communauté internationale. Si vous lisez les journaux, vous découvrez un jour que la communauté internationale proteste contre les déclarations du président Chavez du Venezuela. Ah, donc, ça veut dire que le Venezuela n'est pas dans la communauté internationale. Le lendemain, vous apprenez que la communauté internationale s'émeut des conditions de l'élection présidentielle en Russie. Ah, donc la Russie n'est pas dans la communauté internationale. Après ça, la communauté internationale est inquiète de la situation des droits de l'homme en Chine. Ah, donc la Chine n'est pas non plus dans la communauté internationale. La communauté internationale est préoccupée par la situation en Iran, en Syrie, etc. Donc de proche en proche, vous apercevez que mais qui est dans la communauté internationale? La communauté internationale, c'est un mot codé, une expression codée dans la langue de bois des médias sous domination actuelle. Ça veut dire les États-Unis et l'Union européenne plus le Canada. Et plus obligés ou alliés des États-Unis, comme par exemple le Qatar, le Costa Rica, ce genre d'État. En tout cas, plus nous disparaissons dans l'Union européenne et l'OTAN, plus la France apparaît aux yeux du reste du monde comme indigne de son histoire et se rend de plus en plus méprisable et odieuse aux 3/4 de l'humanité.